Bon, on va faire comme ça. De toute façon, ce sera forcément médiocre. C'est vrai, ça où je la mets. Bienvenue tout le monde dans une nouvelle vidéo inespérée. Inespérée pourquoi? Parce que je n'avais pas sorti de vidéo depuis 4000 ans. Et pourquoi j'ai pas sorti de vidéo depuis 4000 ans? Parce que je n'avais pas de matos. Donc je pense qu'on peut commencer par remercier du fond du cœur le gentil monsieur qui m'a prêté une bête de caméra. Que j'ai clairement pas les capacités d'utiliser à son plein potentiel. Et je m'excuse d'avance auprès de ce gentil monsieur pour mon cadre qui est vraiment dégueu. Juré, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais là on voit un bout de radiateur et tout, c'est un peu une catastrophe. Ça va s'améliorer. Bienvenue donc dans la nouvelle vidéo des lectures. Quelle vidéo est logique à faire fin décembre? La vidéo des meilleures lectures de l'année, parce que là sur les mois, je suis à la bourre, je sais même plus ce que j'ai lu, j'ai perdu plein de bouquins dans un déménagement. Donc on va faire un petit truc, on va jouer dans les classiques. On va faire la vidéo des meilleures lectures de l'année. J'ai fait une select de... J'en ai un peu moins d'une dizaine, j'en ai pas pris tant que ça. Mais j'ai tout ça. J'ai un peu de tout. J'ai du roman, de la BD, des essais, des fanzines, des machins. Qui ne sont pas classés dans un ordre particulier et que je vais prendre un peu comme ça vient. Est-ce que je commence par le plus gros coup de cœur? Je sais pas. Non, je commence par le haut de la pile. Un de mes plus gros coups de cœur de lecture 2022, c'est Matérialisme Trans, qui est un ouvrage collectif dirigé par Pauline Clochedeck et Noémie Grunenwald. Ça faisait très longtemps que j'en avais entendu parler de cet essai et j'hésitais un peu à y aller. Alors déjà, bon, parce que c'est le genre de truc qui coûte au moins 15 balles et je suis un gros rat, mais bon, maintenant j'ai un salaire. Là, la vie a évolué, maintenant j'ai un salaire, donc je peux m'acheter des bouquins. Mais déjà, les trucs coûtent cher, et les trucs coûtent cher, et souvent ça me déçoit. J'en avais déjà un peu parlé. Les essais féministes ou enfin sur des questions de genre et tout, il y en a beaucoup qui me déçoivent parce que je suis en mode oui, c'est bon, ça fait 30 ans qu'on dit la même chose, c'est bon, je sais, je suis d'accord avec toi, est-ce qu'on peut avancer, est-ce qu'on peut chercher des idées nouvelles? Et en fait, ça me fait chier, du coup maintenant j'y vais à reculons pour ce genre de truc parce que j'ai peur de juste... J'en ai plein là. D'ailleurs, est-ce qu'on peut admirer ma nouvelle bibliothèque? On voit pas grand chose, mais elle est là. Genre là, j'en ai plein des essais. Bon, ceux qui sont vraiment chiants, genre je les ai foutus dans le fond parce que nous, ça se voit pas, mais le meuble il est hyper profond. Je les ai foutus dans le fond, mais il y en a. Enfin, j'avais déjà dit en vidéo qu'il y en avait qui m'avaient gonflé. Je les ai foutus dans le fond. Enfin, ça m'intéresse pas quoi. J'en ai plein qui me servent à rien. Et Matérialisme Trans, j'avais pas trop peur, mais je savais qu'il fallait que je le lise et ça me donnait envie et tout. Et donc je l'ai finalement acheté. Un plaisir. Alors ça fait partie des bouquins que clairement il faut que je relise parce que bon, normalement je suis pas trop con et en plus j'ai des connaissances dans ce domaine-là et une formation universitaire qui fait que je suis capable de lire des trucs, de faire de la presse universitaire. Mais clairement j'ai pas tout compris, enfin il me manque vraiment des gros morceaux. Et pour un peu résumer, cet ouvrage-là c'est le résultat d'une... Alors je sais plus si c'est un colloque ou une journée d'études qui a été faite autour de cette question du matérialisme trans, qui est donc l'alliance des théories, des idées matérialistes, alors pour faire très simple, qui viennent du marxisme, qui ont ensuite été récupérées dans des luttes sociales plus larges, notamment dans le féminisme, d'où le féminisme matérialiste, et Monique Wittig et machin pour tous ceux qui connaissent. Et c'est la journée d'études, donc qui était, encore une fois, je crois, dirigée par Pauline Clochedeck et Noémie Grunenwald. Cette journée d'études était dédiée à dans quelle mesure on peut appliquer cette théorie matérialiste à la question de la transidentité. Et en fait, de cette journée d'études est né un livre. Et donc c'est plusieurs articles... je sais pas si c'est considéré comme des articles ou des interventions écrites, etc. Ça, je sais pas exactement comment ça se passe quand on tire un bouquin d'une journée d'études. Mais dans tous les cas, c'est passionnant, notamment parce que... Alors déjà, c'est un sujet qui n'avait pas été abordé dans d'autres bouquins, je crois. Et en plus, c'est toujours super intéressant d'avoir le point de vue de plusieurs chercheurs sur un même sujet. Là, il y a combien de... Oh là là, mais j'ai pas fait mes recherches, c'est une catastrophe. Il y a combien de contributeurs, contributrices qui ont écrit ce truc? Il y en a beaucoup, il y en a au moins 5-6. Je sais plus, ah mais c'est marqué là. Il y a Philippe Harpin, Séverine Batteux, Emmanuel Bobatti, Élie Bromley, Pauline Clochedeck, Constance Lefebvre, Joao Gabriel, Noémie Grunenwald et Karl Pontius Stern. Donc là, on a
Je crois qu'on a surtout des femmes cis et des mecs trans. Je me souviens plus s'il y a des meufs trans, peut-être, très sûrement, qui ont participé à l'écrire. Mais en tout cas, les articles sont assez, sont assez diversifiés. Puis il y a vraiment une patte et tout. Alors je dirais pas que c'est un truc agréable à lire, pour le coup, parce qu'il y a des essais qui sont agréables à lire. Mais celui-là, c'est pas le cas. Si on n'est pas intéressé par la thématique, c'est sûr que ça va laisser complètement à côté. Mais excellente découverte, excellente lecture. Et il faudra clairement que je le relise et que je le resurligne et que je me remette dedans parce que vraiment j'ai pas tout compris. Et c'est normal quand on lit des essais aussi denses. On va enchaîner sur une BD Dans un rayon de soleil de Tilly Walden. Je ne connaissais pas Tilly Walden avant d'arriver dans la librairie et en fait je me suis rendu compte que si je connaissais un peu parce que j'avais vu beaucoup de ses planches, genre sur... je vais mettre sur le côté comme ça. Beaucoup de ces planches sur Pinterest et tout, parce qu'elles sont très... Enfin, ces planches, on peut facilement les sortir de l'œuvre pour en faire une jolie image. Parce qu'elle a tendance à faire beaucoup de... Parce que j'en trouvais, voilà, de très grandes cases, comme celle-ci, là. Du coup, qu'on peut facilement sortir pour dire, waouh, c'est comme un beau tableau et tout. Je ne connaissais pas cette autrice, qui est apparemment un talent vraiment montant, enfin, qui a commencé très jeune. Je crois qu'elle a sorti 3... BD pour l'instant, qui s'appelle... il y en a une qui s'appelle Spinning, je sais pas comment elle s'appelle en français, et il y en a une autre qui s'appelle J'adore cette partie, je crois. Dans tous les cas, je prévois de les lire parce que c'est du très très lourd. Celle-là, je crois que c'est sa plus conséquente, je sais pas si c'est la dernière. En tout cas, en termes de taille, enfin, on est sur un beau bébé. Et je m'ai été acheté pour mon anniv, et j'ai surkiffé. Cette BD, c'est une histoire de SF. Et en fait, pendant toute la première partie, on dirait pas de la SF, et c'est l'histoire d'une nana qui sort du lycée, on sait pas trop ce qu'elle fait, et elle-même, elle sait pas trop ce qu'elle fait dans sa vie. Et elle rejoint une équipe d'espèces d'ouvrières de l'espace qui ont des vaisseaux spatiaux et qui vont sur des planètes où il n'y a plus rien, où il y a des bâtiments à l'abandon pour les retaper. Enfin, pour déblayer les bâtiments cassés, et ensuite qu'il y ait des équipes qui puissent reconstruire derrière. Et en fait, on apprend pourquoi elle se retrouve là, pourquoi elle sait pas quoi faire de sa vie, pourquoi elle s'est retrouvée dans ce truc. On apprend vraiment au compte-gouttes. Et tout le bouquin, c'est des allers-retours entre son présent avec ces meufs-là qui sont sur ce vaisseau pour rénover des planètes, et des allers-retours de choses qui se sont passées quand elle était au lycée, et de l'histoire qu'elle a eue avec une fille qu'elle a rencontrée au lycée, etc. Et est-ce que je spoil ou pas? Bon, on va dire que son enjeu, c'est de retrouver cette meuf. Et je m'attendais pas à ce que ce soit autant SF. Et c'est pas un genre. C'est pas que c'est pas un genre qui m'attire, parce que c'est un genre qui m'intrigue. Mais je vais pas comme ça vraiment de moi-même vers de la SF si on me le recommande pas. Et là, j'ai juste vu un truc beau. Je me suis dit, vas-y, c'est mon anniv, je m'en tape, j'achète des trucs. Et alors, effectivement, c'est très beau. Pour parler du côté graphique, il y a un. Elle fait des choix de. Dans quel sens c'est mieux pour montrer? Elle fait des choix de palettes restreintes en fonction des moments où on est, des flashbacks. Alors ça dépend. Là, la plupart du temps, le présent, il est plus violet-orange, et le passé, il est plus bleu avec un peu de rouge. Mais en vrai, c'est pas une règle si carrée que ça. Et ça change assez vite. Et je dirais qu'elle gère hyper bien de mettre des grands aplats. Par exemple, cette case-là, voilà. Elle gère hyper bien de mettre des grands aplats de noir avec juste ce qu'il faut de couleur. Ce qui fait ouais, vraiment des très belles cases qui sont des tableaux, quoi. On a envie de les avoir en print chez soi pour les foutre à son mur. Donc graphiquement, il n'y a vraiment rien à dire. Il y a des très bonnes idées. Par exemple, les vaisseaux spatiaux. C'est des poissons. Et il n'y a aucune explication sur pourquoi les vaisseaux ressemblent à des poissons. Je suis pas sûre que c'est une très bonne idée que je montre des images parce que je pense qu'on voit rien. Et tout son univers de SF, bon, c'est vraiment de la soft science, genre on t'explique pas du tout comment marchent les vaisseaux, comment marchent les machines pour rénover les trucs, parce que vraiment on s'en cogne, quoi. C'est pas du tout le but, enfin c'est pas ça l'histoire à raconter. Mais à la fois, l'univers est super riche, on te l'explique pas, mais il est super riche. Et les vaisseaux, c'est des poissons. Tous les vaisseaux spatiaux ressemblent à des poissons. Des petits poissons, des gros poissons, mais tous ressemblent à des poissons. Pourquoi? On sait pas. Et je trouve ça assez cool. Et un autre truc dont je me suis rendu compte à la fin de la lecture, et qui est cool parce que je m'en suis rendu compte à la fin de la lecture, c'est qu'il n'y a aucun personnage masculin de toute l'histoire.
il y a un personnage qui est présenté comme non-binaire, et il y a aucun mec. Et c'est pas, et t'as pas d'explication là-dessus. C'est juste, c'est comme ça. Peut-être qu'il existe des hommes dans cet univers, mais en tout cas, il n'y en a pas dans cette histoire. Et il n'y en a aucun. Alors, j'ai pas non plus feuilleté toutes les pages, mais je crois que dans toutes les pages, quand on voit des personnages en arrière-plan et tout, il n'y a aucun mec. Mais genre, vraiment, zéro. Et c'est sûr que c'est un choix. C'est obligé que ce soit un choix pris et réfléchi. Et en même temps, tu te dis pas... Enfin, c'est pas pesant, enfin c'est pas... on s'attarde pas dessus, genre on le dit jamais, il y a aucun personnage jamais qui dit ah mais c'est parce qu'on n'accepte pas les hommes dans le vaisseau, je sais pas quoi. Juste, c'est un non-sujet, genre les mecs n'existent pas, ils sont là-bas, ils sont ailleurs, et ils sont pas dans le bouquin en tout cas. Et en fait à la lecture on s'en rend pas compte parce qu'on est inspiré dans l'histoire et tout, on est en mode ouais c'est cool, et enfin en tout cas moi je m'en suis rendu compte qu'à la fin je me suis dit attends, et j'ai cherché, j'étais en mode bah non, il y a pas de mec, il y en a aucun. Et du coup ça c'était un truc assez cool. Parce que pour les gens qui ont envie d'avoir des histoires avec que des meufs, allez-y parce que c'est de la très bonne cam. Et je pense que je vais lire plus de Tilly Veldon parce que ça a l'air d'être du très très lourd. Et je vais boire du café. On va enchaîner avec un truc simple. Alors ça je suis dégoûtée. J'ai pris celui-là parce que c'est le seul que j'ai sous la main. Mais un de mes énormes coups de cœur de l'année, c'est Dorothy Allison, sur laquelle je vais pas trop m'étendre parce que j'ai fait il y a bien 6 mois maintenant je pense, et j'ai fait une vidéo entière sur Dorothy Allison. Là j'ai pris ça pour avoir un exemple, c'est le premier bouquin d'elle que j'ai lu, et les deux autres, je sais pas où ils sont, je crois que je les ai paumés dans mon déménagement, genre vraiment le pélo il avait 5 cartons de bouquins, il a réussi à en paumer un sur les 5. Genre, il doit être quelque part, si vous savez où est ce carton, je le veux parce que je crois que dans ce carton il y avait plein de trucs de Kambourakis là qui coûtent un rein. Il y avait 3 tomes de Monster en édition de luxe, il y avait un tome de Akira en grande édition, enfin une catastrophe. J'ai perdu plein de trucs et je sais pas où ils sont. Mais donc je renvoie, pour les gens que ça intéresse, à la vidéo que j'avais fait sur Dorothy Allison de manière plus large, parce que c'est une de mes meilleures découvertes de 2022. Enfin, celui-là je l'ai lu avant 2022, mais les deux autres dont je parle dans nos vidéos, je les ai lus cette année et c'est une tuerie. J'adore Dorothy Allison et j'espère tellement fort qu'il y a plus de ces bouquins qui vont être, et de ces nouvelles et de ces trucs qui vont être traduits en français, parce que je suis sûre qu'il en reste des trucs qui traînent dans des caisses, enfin même sans parler de ça, des trucs qui ont été édités en anglais, qui n'ont pas été traduits en français. Et quand Kambourakis, je compte sur vous là, traduisez Dorothy Allison, j'en veux plus, j'en veux plein, j'en veux tout le temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pareil, bon, on va partir sur ceux dont je vais parler vite. Stone Butch Blues, pareil, j'ai fait une vidéo entière dessus. Stone Butch Blues Masterclass, est-ce que il y a vraiment besoin de le préciser? Stone Butch Blues, j'ai chialé ma mère, est-ce qu'il y a besoin de le préciser? Je m'étais dit que c'était quelque chose que je relirais. Là tout de suite, j'ai pas envie de re-avoir le seum autant que la première lecture. Je vais laisser mes émotions se reposer un peu, mais sûrement que je le relirai un jour, et puis sûrement que ce bouquin il va tourner aussi pour le prêter aux copains et tout, parce qu'il faut que ce soit lu, il faut que ce soit lu comme livre, c'est tellement important. Mais pareil, je m'étends pas dessus outre mesure parce que j'ai déjà fait un truc là-dessus. Dans quel ordre je vais faire les 3 qui restent? Le plus gros morceau. Un très très gros morceau. Massive, c'est un bouquin qui est édité par un éditeur de comics, à ce qui me semble. En tout cas en anglais c'est un éditeur de comics. Massive est une anthologie de BD gay qu'on appelle en Occident Bara, alors j'ai appris que je pensais que Bara ça se disait aussi au Japon, et en fait pas du tout, c'est pas du tout un terme utilisé pour désigner ce genre de BD au Japon, mais en tout cas en Europe on appelle ça, enfin en Europe, en Occident on appelle ça du Bara, et en gros c'est des mangas gays avec des gros mecs archi musclés. J'adore, c'est une confession, c'est une esthétique que je surkiffe, mais depuis des années, et je suis très grand consommateur de scans de mangas pirates traduits à l'asbeul par des gens qui connaissent un peu. Et j'en lis vraiment beaucoup, et c'est une... Alors déjà, parce que c'est sympa, ça fait des guillis aux zizi, mais également parce que c'est une fascination esthétique. Ça me fait les choses, genre platoniquement, quoi. C'est pour ça c'est une très longue histoire, mais en lisant des scans de trucs comme ça, je me tape des mini-syndromes de Stendhal, c'est une dinguerie.
ça me fait les choses, ça me traverse mon corps, ça me transcende. Ça me transcende, c'est vraiment un coup de cœur esthétique, ces trucs-là. Et donc ça, c'est, je crois, en tout cas en français, la première anthologie parue de manga, bon je vais dire Bara du coup, parce que ce sera plus simple, de manga Bara. Il y avait déjà eu des éditions en français de Bara, notamment de Gengoro Tagame. Pour les gens qui lisent un peu de manga, peut-être que vous n'avez pas lu les trucs de boules de Gengoro Tagame, qui est quand même une énorme partie de son œuvre, mais vous avez peut-être lu Le mari de mon frère. En fait, Gengoro Tagame, il a passé toute sa carrière à faire des gros trucs de boules et vraiment hardcore, genre certains des pires, des trucs, des mangas de cul les plus choquants que j'ai lus, c'est tout du Tagame. Genre, il a fait des trucs genre horribles. Et là, il y a quelques années, il a décidé de faire une série qui s'appelle Le mari de mon frère et qui parle, qui a un truc tranche de vie et qui parle juste d'homosexualité au Japon et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert avec Le mari de mon frère. Et pourquoi je parlais de Tagame? Oui, parce que c'est un auteur phare, enfin tu peux pas parler d'esthétique Bara Gashimichi sans parler de ce mec, et donc je pense qu'à part lui, il n'y avait pas d'auteur de Bara traduit en France, et donc cet ouvrage, alors ce truc là c'est pas c'est une publication anglophone qui a été traduite en français, donc sous la direction de Graham Colbens, Anne Ishii et Chip Kid, je sais pas qui est Chip Kid, et donc pour parler sur la forme du bouquin, c'est donc plusieurs histoires courtes. Je vais peut-être pas l'ouvrir parce que on va tomber sur des gros trucs de boules quoi. Non, je vais pas l'ouvrir. Des histoires courtes de plusieurs auteurs. Alors je crois qu'il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il y en a 10. Il y a 10 auteurs différents qui ont chacun une histoire courte. Et à chaque fois, il y a une espèce de petite interview de l'auteur. Alors je vais trouver les pages avec les interviews pour... voilà. Interview illustrée, pour le plaisir des yeux bien sûr. Et donc oui, on donne vraiment la parole aux auteurs pour parler de leur taf, etc. Et je sais, alors peut-être que dans certains magazines, il y a eu des... Je dis pas que c'est une grande première pour tout, parce que je m'y connais pas assez, mais c'est presque du jamais vu quoi, enfin genre c'est historique comme truc. Genre je m'emballe de ouf parce que bien sûr que moi c'est mon énorme cam, mais en vrai si c'est historique comme truc, parce que ça n'avait jamais été traduit de cette manière là. Et entre autres c'est Anne Ishii qui est éditrice de comics, si je dis pas de bêtises, qui a porté le projet, et alors elle en dit quelque chose d'intéressant, parce que c'est ça qui est intéressant avec le bouquin en fait, c'est que c'est pas que des nouvelles de boules, c'est qu'il y a les interviews des auteurs et plein de pages d'analyse, d'informations sur la culture des magazines au Japon, enfin de l'édition sous forme de magazine ou des trucs comme ça. Et il y a vraiment, de la part des gens qui ont fait le bouquin, c'est vraiment né d'une frustration en fait, que ces trucs-là, que ces mangas japonais soient pas traduits ni en anglais ni en français, enfin qu'il y ait que du fan-trad en fait, de la traduction pirate en scan qu'on trouve sur internet, et qu'il n'y ait pas d'alternative, qu'on puisse pas les acheter en fait. Et là, Anishi, elle en dit, je le lis comme c'est écrit: j'aimerais que quelqu'un, Marvel Comics, crée une cagnotte de pièces d'or à la Oncle Picsou pour tous ces écrivains, illustrateurs, encreurs et maestros Tumblr, des artistes coincés dans ce casse-tête consistant à faire ce que vous aimez malgré l'insécurité financière. Et c'est ce genre de mentalité qu'il faut, c'est ça, genre les gens qui... Comment dire, dans ce genre de trucs un peu underground, machin, qui intéressent pas grand monde, genre, il y a des gens qui ont un talent fou, qui font des tonnes de trucs incroyables, et qui ça se perd dans les strates de Tumblr, ou alors ça se retrouve partout sur des sites de hentai, mais en scantrad pirate, et du coup les auteurs ne peuvent pas vivre de leur œuvre, alors qu'il y a plein de gens qui surkiffent. Et il y avait eu une interview d'un de mes auteurs préférés, je crois que c'était Game Mizuki. J'adore, je surkiffe ce qu'il fait Game Mizuki, ça me troue le cul, c'est magnifique. Et lui, dans sa petite interview là, après sa nouvelle dans le bouquin, il racontait que ouais, il était frustré et déçu qu'il y ait des gens qui, clairement, qui piratent ces trucs pour les scanner, les traduire sans qu'il ait rien demandé. Mais en même temps, à ça, on peut très légitimement répondre qu'il n'y a pas d'offre légale, autre qu'en japonais, pour avoir ces œuvres-là. On est obligé de passer par internet, par des trucs pirates, pour pouvoir les lire en fait, parce que sinon on n'y a pas accès, que ce soit en France ou même aux États-Unis, même dans l'édition anglophone. Ça ne s'édite pas, ça ne se fait pas, alors que pourtant il y a
clairement un public là-dessus, parce que sinon il n'y aurait pas autant de traductions pirates s'il n'y avait pas de public. Donc tout ça pour dire que payer pour son porn c'est une bonne idée, et c'est vraiment une démarche dans laquelle je m'inscris maintenant que j'ai un salaire et un peu de thunes. Là j'ai ma petite... non on voit même pas. Ça, c'est la bibliothèque de boules, ok, de bons trucs de boules. Pour l'instant elle n'est pas méga fournie, mais j'ai quand même des bons trucs. Et c'est vraiment un goal dans ma vie d'avoir une grosse bibliothèque de trucs de boules où j'aurais rémunéré les artistes, rémunéré les gens qui font des merveilles. Et donc du coup je suis extrêmement content d'avoir acheté ça. Genre vraiment j'ai envie de le... Si c'était pas un truc pour adulte, genre vraiment je le poserais comme ça. Genre pour admirer la belle couverture de Jiraya, genre... c'est magnifique, j'ai envie de la licher, de la mettre dans ma bouche là. Enfin bref, ça me fait des trucs. Et je suis vraiment extrêmement content qu'il y ait cette initiative d'éditer ça déjà en anglais et ensuite en français. Et j'espère qu'il y aura d'autres tomes parce que... Bon après je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va regarder cette vidéo qui l'aura lu. Mais il y a des histoires qui m'ont laissé complètement à côté, genre celle de Gengoro Tagame. Franchement, c'est pas ma préférée. Je comprends pourquoi c'était pertinent de mettre celle-là, mais vraiment je suis restée à côté. Il y a des mecs qui font des trucs vraiment trop bizarres, genre Kumada Posuke, c'était super chelou, je suis restée complètement extérieure au délire. Mais par contre, genre Jiraya, Gei Mizuki, un plaisir. Plaisir des yeux, plaisir des sens, plaisir de tout, c'était magnifique. Et du coup, je suis extrêmement gré de cet achat et on dit merci au petit ami Tom qui me l'a gardé de côté à la librairie. On va continuer dans les trucs de boules, hein, comme ça ce sera fait. C'est un fanzine. D'habitude je préfère pas trop parler de fanzine parce que c'est des trucs un peu... c'est difficile de se les procurer en fait. Donc en fait si tu regardes la vidéo et que ça t'intéresse, et bah après pour le trouver t'es gros gens. Mais là je vais parler de Porcelaine par Diane Truc. Je sais pas si c'est son nom de famille ou juste son Insta, mais en tout cas c'est signé Diane Truc. Et donc c'est un tout petit fanzine qui m'a coûté quand même 10 balles, hein, mais 10 balles que je n'ai pas hésité à dépenser. Et c'est un faux catalogue de lingerie pour mecs. Et en fait c'est juste, c'est juste une excuse pour faire des illustrations d'hommes nus, concrètement. Alors ça c'est pas mes préférés, ça c'est drôle parce qu'elle a fait plusieurs chapitres. Genre là c'est la... Ça c'est quoi ça? Ça c'est la collection Cambouis. Et du coup t'as des méca autos qui réparent des bagnoles en string. J'aime beaucoup. Et il y a d'autres petites choses très mignonnes. Là la catégorie business, elle est splendide, elle est magnifique. Et bon bref, tout est magnifique. C'est un plaisir des yeux sans nom. Déjà c'est extrêmement bien dessiné. Alors je me posais la question vraiment très fort de quelle technique c'est. Je pense que sur ce tome là c'est du pinceau, de l'encre et de l'aquarelle. Je dirais que c'est du tradi, mais je me pose vraiment la question. Je pense que c'est du tradi. Et en fait j'ai découvert ça quand je suis allée à Paris à la Toussaint, parce qu'il y a j'étais allée dans une librairie où j'avais trouvé des fanzines et j'étais fou comme un lapin, j'étais là, oh c'est génial et tout. Et du coup j'ai acheté ça, et en fait juste après que je l'ai acheté, elle a sorti le tome 3, donc déjà le tome 2 je l'avais complètement loupé. Et je crois que dans le tome 3, alors ça parle de catch, je crois qu'elle a fait tout un scénar et tout machin, alors que là c'est entre guillemets juste des illus, qui sont magnifiques par ailleurs. Et du coup je vais suivre de plus près le travail de Diane Truc. Et c'est vrai que c'était juste après en plus que j'ai lu Massif, donc voilà, j'étais vraiment matrixée. Et j'ai acheté le truc, je l'ai lu, je l'ai DM sur Insta pour faire « C'est magnifique, c'est splendide ce que vous faites, merci madame » et tout. Genre vraiment j'étais zinzin. Et si vous voulez me faire plaisir à Noël, offrez-moi les fanzines de Diane Truc, parce que vraiment, je ne m'en remets pas. Je ne m'en remets pas, ça me transcende, ça me fait des choses. Donc je vous recommande, c'était très très beau. Et pour finir cette vidéo qui a sûrement duré trop longtemps, je vais prendre du café. Le Wisher. Le Wisher, le tome 3 qui est dans ma pile de la honte des trucs pas lus. Parce que j'ai pas encore lu le tome 3, j'avance à 2 à l'heure sur The Witcher. J'avance à 2 à l'heure parce que je veux pas que ça s'arrête. Je veux pas que j'ai plus rien, je veux pas avoir plus de Witcher à lire, je veux pas être dans la disette du Witcher. Genre, je veux qu'il m'en reste toujours à lire. Et du coup là j'en suis, j'ai lu que 2 tomes et j'ai pas continué alors que je l'ai le tome 3 et en plus ils ont sorti une autre édition poche qui est vachement plus belle et moi je me retrouve avec l'édition moche poche, édition moche poche, bon bref. J'en ferai sûrement, je pense, une vidéo quand j'aurai tout fini ou quand j'aurai lu plus de tomes parce que là j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Mais coup de cœur magistral, pareil, je n'avais déjà parlé en vidéo donc je vais pas m'attarder dessus. C'est trop bien, c'est trop bien, je m'attendais pas à autant kiffer, ça me transcende et je comprends toujours pas comment un Polak né dans les années 50 a pu écrire ça.
mais je trouve ça génial. Et il y aura des nouvelles du Witcher, mais ça arrive à 2 à l'heure parce que. Est-ce que. Je sais pas, c'est une forme d'avarice assez étrange de se dire je le garde pour plus tard. Et en fait, tu le lis jamais. Donc là, je vais les lire, mais j'ai quand même envie de les garder de côté en mode non, c'est pour plus tard, c'est pour plus tard. Et je sais qu'il faut que j'arrête de faire ça parce que ça me dessert, mais j'ai pas envie que ça s'arrête quoi, j'ai pas envie que ça se finisse. Et pour continuer dans de la fantasy, pour terminer les coups de cœur 2022, Terre-Mère, est-ce que ça surprend qui que ce soit? Ce truc-là, ça va faire au moins 6 mois que je l'ai, même peut-être plus. Et je l'ai toujours pas fini. Je l'ai toujours pas fini, pareil, parce que je ne veux pas que ça s'arrête. C'est trop bien, je ne veux jamais que ça s'arrête. Et en vrai, bon là j'ai plus trop d'excuses parce que j'ai trouvé plein d'autres bouquins de Ursula Le Guin en poche. Donc quand ça ce sera fini, je vais enchaîner sur d'autres trucs de Le Guin et j'aurai encore ma dose. Là j'ai acheté La main gauche de la nuit il y a pas longtemps qui est dans la pile là. Mais est-ce qu'on la voit même la pile? Je m'en rends pas compte. Là-bas, là derrière, bref. Et puis après je lirai ces trucs de SF. Ça me ferait une bonne entrée dans la SF, je pense. Comme ça, je vais me mettre bien à la SF avec Le Guin et ça va être trop cool. Terre-Mère. Terre-Mère, mais quelle masterclass. Je pense que quand je l'aurai fini, je ferai. En fait, je m'étais dit que je ferais un comparatif livre-film, mais plus j'avance dans le bouquin, plus je me rends compte que ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens de faire une vidéo entière là-dessus parce que les deux n'ont tellement rien à voir. Ou alors, il faudrait que ce soit un truc un peu fouillé, un peu documenté. Je verrai ce que je ferai. Mais en tout cas, pour l'instant, là j'en suis sur la fin. Donc je crois que j'en ai déjà un peu parlé. Cette édition-là, c'est un intégral de tous les romans qui sont liés à Terre-Mère, mais également des nouvelles. Donc là, il y a tout un. Alors je sais pas comment c'est sorti à l'origine, mais en tout cas là, il y a tout un gros chapitre, enfin un tome du gros tome qui s'appelle Contes de Terre-Mère et il y a 3 ou 4 histoires courtes qui je pense sont sortis sous forme de recueil de nouvelles, je ne sais pas. Là j'en suis au dernier roman qui est Le vent d'ailleurs. Du coup j'ai lu les premiers, donc dont j'ai pas les titres parce que je suis en gros flanc et que j'ai pas préparé ma vidéo. Il y a L'Enchanteur de Terre-Mère, alors voilà, Le Sorcier de Terre-Mère, Les Tombeaux d'Atouan, L'Ultime Rivage, Thé à nous. Donc ça c'est ces 4 premiers romans sur l'univers de Terre-Mère. Là, je suis en train de lire Le vent d'ailleurs, je crois que c'est le dernier roman. Et ensuite, là, après, il y aura le. Je crois que c'est des. Je sais pas, je crois que c'est pas des histoires, je crois que c'est des textes qui expliquent l'univers. Mais je verrai quand j'y serai. J'ai pas envie que ça se finisse parce que c'est trop bien. Mais donc, oui, c'est tellement. Il y a tellement plus de trucs que dans le film. Alors, bon, spoiler pour les gens qui cherchaient une explication. Le film contient le parricide le plus gratos de l'histoire de l'humanité. Je pensais que ce début-là, le début du film, quand Arryn tue son daron, c'était expliqué dans le bouquin. Zéro. Donc du coup, il faudrait que je me renseigne pour savoir d'où ça vient, pourquoi. Enfin, mais je pense que une fois que j'aurai fini, je parlerai plus des différences et de comment ça a été adapté en film. Mais en tout cas, c'est une masterclass. Et je pense que ce roman, il m'a fait dire que. Enfin, ces romans m'ont fait dire que j'en ai marre de lire de la socio et de la philo pour essayer d'apprendre des trucs. Alors que c'est quand même vachement mieux de lire des histoires de fantasy où t'es dans une histoire et là il y a l'archimage qui se pose comme ça et qui te donne des leçons de vie sporadiques avec des phrases courtes et cryptiques et t'es en mode oh putain c'est tellement vrai. Et je sais pas, je pense que c'est c'est le propre de la fantasy de faire ça, je pense. Mais c'est vraiment des trucs qui te font grandir, genre c'est des leçons de vie, mais ça te met des claques et je suis en mode oh putain oui, oui vous avez raison monsieur. Et ça me trouve le cul. Et ce qui est très très bien avec cette édition là, pour clore un peu là-dessus, c'est qu'il y a des préfaces et des postfaces partout. Et ça t'intéresse qu'à moitié, bien sûr que tu lis pas la préface, mais là je lis tout. Et les préfaces et les postfaces sont hyper intéressantes parce que Ursula Le Guin, du coup quand l'intégrale a été faite, elle avait vachement de recul parce qu'il s'est passé une dizaine d'années entre le premier et le dernier roman, parce qu'elle a fait plein d'autres trucs entre temps. Et je crois que Terre-Mère c'est un truc qu'il a suivi pendant vraiment longtemps, qui a été entrecoupé, enfin il y a eu des grosses pauses, après elle a fait autre chose et tout. Et donc elle a vraiment énormément de recul au moment où elle écrit les préfaces et les postfaces. Et alors je crois bien que par exemple, je sais pas s'il y a des préfaces qui ont été écrites spécialement pour cette édition là, mais en tout cas tout date, c'est pas les premières préfaces.
Et du coup, il y a un recul sur l'œuvre, et donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant de savoir ce qu'elle en pense plusieurs années après, notamment dans T'es à nous, qui raconte l'histoire de Teru dans le film, le dragon, quoi. C'est une histoire qui contient vachement plus de personnages féminins, etc. Et au moment où c'est sorti, cette histoire, elle a été utilisée parfois d'une mauvaise manière par des militantes féministes. Elle le dit pas comme ça, mais il y a certaines TERF qui ont récupéré une partie de l'histoire et elle est dans sa postface en mode ça ne m'a pas plu, j'ai trouvé ça très peu pertinent, tu vois, en essayant de rester poli, donc je sais pas ce que Ursula Le Guin pense des TERF, mais apparemment pas que du bien, et ça me conforte dans l'amour que j'ai pour cette autrice. Donc, histoire, mais les romans sont dingues, les personnages sont dingues, moi ça me trouve le cul, je trouve ça génial, et très intéressant cette édition-là, que je recommande beaucoup, pour les préfaces et les postfaces qui sont assez passionnantes si on s'intéresse un peu au bazar. Mais on peut voir que vraiment mon bouquin il est défoncé, ça fait 6 mois que je le trimballe partout, parce que je veux pas que ça se finisse, je ne veux pas, j'en veux plus, j'en veux toujours plus, mais bon. On va lire d'autres Le Guin, je ferai sûrement, enfin j'essaierai, en tout cas j'aimerais bien faire d'autres vidéos sur son taf, notamment en SF, et ça va être un peu ridicule parce que j'y connais rien en SF, mais ça va être rigolo. Et sur ce, maintenant que j'ai moyen d'avoir du matos vidéo, j'espère que je vais réussir à faire déjà plus de trucs, et des trucs plus propres. Encore une fois, désolée pour mon cadre claqué au sol, vraiment je fais ce que je peux, ça va venir. Et j'espère qu'il y a toujours du monde que ça intéresse, et je fais des gros bisous à tout le monde. À la prochaine fois.